Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Enfin, c'est l'idée. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les matchs de ma vie avec moi, Darren Tulette et notre invité aujourd'hui qui est... Michel Simès. Ouais, petite hésitation et puis tu t'es souvenu de... Ouais, je me souviens de moi. Non, j'étais en train d'écouter ton accent. Depuis le temps que tu es en France, tu le travailles ton accent, tu le fais exprès. De quel accent? De British One. De quel accent de British parle-t-on? Mais tu fais exprès, tu le travailles, c'est pas si possible. Si seulement. Moi, je trouve déjà que j'ai presque plus d'accent. Ah, et, si, ça, si. et après, Michel, ça ne fait que 30 et quelques années que je suis en France, tu vois, donc j'ai encore le temps de m'améliorer. Non, si tu veux que je te parle de ce qui se passe dans ton cerveau, c'est trop tard. Ah oui, non, mais c'est ce qui fait ton charme. C'est ce qui fait le charme des Français, paraît-il, notre accent French quand on parle anglais. Les Français en anglais, en Angleterre. Ah oui, là le petit l'accent Français, et les fautes. Yes, il faut en faire quelques... Non, mais malheureusement, non, je ne suis pas comme Jane Birkin. J'ai toujours suspecté Jane Birkin de faire un petit peu exprès. Ouais. Après, peut-être que je suis mauvais angle parce que je l'avais croisée une fois dans un restaurant où elle mangeait tout seule dans un petit coin. Et donc, j'avais le dos à elle, mais j'écoutais quand elle plaçait sa commande. Donc, il n'y avait personne pour remarquer quoi que ce soit. Et elle avait un énorme accent encore. Mais je te confirme, tu n'es pas Jane Birkin. Merci beaucoup. Bon, on est bien parti, je pense. Ravi de t'avoir avec nous, Michel. Je te tutoie. Oui, vas-y, avec plaisir. Maintenant, c'est trop tard. Désolé. Le médecin le plus connu de France, le plus aimé des Français, parce que vous êtes souvent très bien placé dans les listes des personnalités les plus appréciées, j'ai remarqué. Pour quelqu'un... Il va falloir que tu choisisses, Darren. Ou tu me tutoies ou tu me vouvoies. Ah oui, je fais un peu les deux aussi. Hein. Non, mais sinon, vas-y. Allez-y, Darren. Allons-y. Pour quelqu'un qui revient d'un séjour de 40 ans sur Mars, Michel Simès a notamment co-animé une émission de télé qui s'appelait Le Magazine de la Santé sur France 5 pendant 2 décennies. Depuis 2012, vous le voyez avec Adriana Carambeu sur France 2 dans l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Aujourd'hui, Michel, on va ni vous demander de nous parler de vos apparitions médiatiques préférées, ni de raconter vos interventions chirurgicales les plus brillantes. Pourtant, j'aurais des trucs à raconter. Hein, ça, dommage, peut-être qu'on arrive à placer un petit mot à la fin. Non, on est sur un sujet beaucoup plus important que tout ça, évidemment, vous l'avez bien compris. On va vous demander de narrer vos souvenirs de matchs de foot les plus marquants de ta vie. Grand fan de foot que tu es, comment as-tu fait déjà pour te limiter à 5 rencontres? Est-ce que ça a été difficile? Alors, ça a été difficile parce qu'évidemment, si je creusais un peu dans ma mémoire, j'en trouverais d'autres, mais ça n'a pas été si difficile que ça parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que très franchement, je me suis dit, quand tu m'as posé la question, pardon, je vous tutoie hein, ou je te vous vois si ça te dérange pas, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que ça oblige à aller puiser un peu dans son cerveau, dans son hippocampe pour aller voir un peu ce qui a marqué et finalement, je crois que j'en ai, c'est les 5 plus importants. Ouais. C'était le but, donc tu as bien fait. Ouais. Tous les matchs, j'ai compris le concept de l'émission. Tous les matchs donc, sont de la semaine dernière. Et même hier. Non, mais ce qui est formidable avec ce podcast, si j'ose le dire, c'est qu'il reste intemporel. Les matchs que tu as choisis pour aujourd'hui, normalement, ça va rester. Ah oui, c'est des matchs qui datent pas de la veille. Oui, ça, c'est sûr. Sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Michel Simès. Match numéro 1, Michel. Quel est ton choix et pour quelle raison? C'était PSG Valenciennes. C'est le match qui m'a... Comment te dire? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai 17 ans. Le PSG joue contre Valenciennes au Parc des Princes pour la montée en première division à l'époque. Oui. C'était pas la Ligue 1, c'est la première division. Match de barrage. Match de barrage contre Valenciennes et ils avaient perdu à l'aller, je ne sais plus combien, 2-0, un peu comme 2-1. Oui. Bref, il fallait marquer 2 buts pour se qualifier. Et le match, alors je suis allé chercher dans ma mémoire pour me souvenir un peu de ce qui s'était passé. Je sais qu'il y avait Dogliani notamment qui a marqué un but. Et en fait, tout s'est passé à la fin du match. Pratiquement, ils ont enchaîné les buts. J'ai tous les détails, ne t'inquiète pas. Ouais. Et alors, je me souviens, j'y étais allé. Je crois que les places étaient gratuites. Exact. Que le PSG avait voulu remplir le parc. Alors, le parc, on n'était pas plus de 20 000, je crois, ou je ne sais plus combien. Enfin, à peu près 20 000.
000. Bon. Alors que souvent, jusqu'à là, les matchs étaient au camp des loges. Parce qu'il n'y avait pas un énorme Il public. n'y avait personne. Et Oui. là, il y avait 20 000 personnes. C'est ça. Et voilà, et le PSG s'est qualifié, enfin a gagné. Je ne sais plus combien ils ont gagné, 4-1 ou je ne sais plus combien. Et ils sont montés en première division. Et c'est un match qui a été mon premier match au Parc des Princes. Mon premier match de supporter du Paris Saint-Germain, c'est un match qui a été marqué par le malaise de Juste Fontaine, Oui. qui perd connaissance à la fin du match. Alors, on a parlé d'un malaise cardiaque. Là, c'est le médecin, mais beaucoup plus tard, qui s'est dit que c'était pas un malaise cardiaque. C'était, à mon avis, juste un malaise vagal. Tu sais, quand tu as trop de stress et que tu as la tension qui baisse brutalement, ça a été trop... Parce qu'après, je crois qu'il a même été interviewé dans le bain. Et donc, si ça avait été un malaise cardiaque, si tu veux, il n'aurait pas fait ça. Mais, j'espère. Voilà, mais ça a été un peu un match fondateur. Tu sais, dans la vie, on a des moments fondateurs pour ce qu'on a envie de faire, ce qu'on va réussir à faire, sur la résilience, sur plein de choses. Et je pense que ce match a été le match fondateur de mon amour pour le Paris Saint-Germain. Et donc, ça fait... depuis 1974 que je suis supporter du PSG, que... J'en ai fait des trucs pour aller au parc, je te jure. C'est des anecdotes, mais je peux te raconter ça pendant 2 heures. J'ai toujours, depuis ce match-là, tout fait, y compris pendant mes études de médecine, pour aller au Parc des Princes. Mais c'est à tel point que j'étais, par exemple, quand j'étais en 6e année de médecine, je me suis inscrit en stage au SAMU de Paris, c'était le SAMU de Necker, parce que c'est le SAMU de Paris qui faisait les gardes au Parc des Princes. Et que je m'étais accoquiné avec le senior, avec le médecin, et j'allais assister au match en blouse blanche dans la cahute avec les flics, et j'assistais à tous les matchs comme ça. Donc j'en ai vraiment fait des trucs. Excellent. Donc ça, c'était vraiment un match fondateur. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a fait aller au parc ce soir-là alors? À part le fait que la place était gratuite. La place était gratuite, mais c'est surtout que je ne sais pas comment ça a démarré. J'habitais la région parisienne, je jouais au foot, j'adorais le foot. Et je sais pas, peut-être que ce jour-là, je me suis dit, tiens, je vais aller supporter le PSG. Et puis, tu te souviens avec qui tu étais? Dans quelle tribune tu étais? Tout seul, j'étais tout seul. Et j'étais dans une tribune, on était 20 000, donc je pense qu'ils avaient mis tout le monde au milieu. J'étais au milieu. Je me souviens... J'ai des images où je suis, à mon avis, pas loin de la présidentielle actuelle, de la Corbeille actuelle. Daniel Echter, évidemment. Daniel Echter. Et puis après, c'est marrant, je me souviens, il y avait Dogliani, et puis alors je me souviens pas des autres mecs, parce que il y avait Mpélé qui avait marqué le premier but, mais le Paris Saint-Germain est mené 2-1 à la pause, donc il y avait 4-2 pour Valenciennes à ce moment-là, il fallait marquer 3 buts. Il fallait marquer 3 buts, c'est ça qui a été complètement dingue. Ça me rappelle un autre match que je t'ai signalé, qui est le Real contre PSG Real, mais c'est pareil, c'était à la fin, le scénario était incroyable. Dogliani, effectivement, pour le 2-2, Michel Marella pour le 3-2, et Dogliani pour 4-2, et donc le PSG monte en première division 4-2, et avec le maillot Canada Dry. Je sais pas si ça te parle, et c'est surtout, je crois, le seul club qui n'est jamais redescendu, non? C'est ça. Il me semble que c'est historiquement aujourd'hui, Paris le club. est en Ligue 1 depuis le plus longtemps. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, 17 ans. Ouais. Alors c'est marrant parce que quand je vois, tu sais, quand j'étais sur TikTok à l'époque, avant que je quitte le réseau, parce que j'en avais marre de me faire insulter, il y a des mecs il y a toujours des connards qui te disent, on vous a vu en photo dans la Corbeille, vous êtes en présidentielle, c'est vraiment les VIP, les supporters du PSG quand tout va bien et tout. Les mecs, je leur envoyais un truc, je leur disais... 74, mon petit père, t'étais peut-être pas né, donc ferme ta gueule. Et en plus, j'ai toujours payé ma place. Alors oui, j'ai été invité 2-3 fois en Corbeille, mais encore. Sinon, j'ai toujours payé ma place, à part quand j'étais au SAMU. Et je peux même te dire qu'à une époque, comme j'avais pas de sous, forcément, j'étais étudiant, j'avais fait une fausse carte de presse et je payais mes places en virage. Et avec la fausse carte de presse, aujourd'hui, les mecs, ils te pendent avant même que tu sois arrivé porte de Saint-Cloud. Et je passais tous les barrages avec un appareil photo en bandoulière, ma carte de presse que je montrais comme ça, et les mecs me faisaient passer jusqu'à la tribune de presse. Et je me retrouvais à côté des mecs du Miroir du football à l'époque, etc. Donc tu vois, j'ai pas de leçon à recevoir des nouveaux supporters. Des bons souvenirs, ça. Né le 14 mai 1957 à Paris, tu grandis donc dans la capitale?
Oui, dans le 18e arrondissement, un quartier populaire, Château-Rouge, pas loin de Barbès, quartier populaire. Et... Mon premier party dans ce secteur-là. Ah ouais? Château-Rouge, c'était mon métro, ouais. Ah ouais? Ouais, Bah ouais, voilà, ouais, et j'étais, j'aime bien. et donc j'ai vécu là jusqu'à 17 ans Mhm. et je jouais au Red Star. Ah, Ouais, j'y club jouais. populaire, Ouais, Cop stade à populaire, Saint-Ouen, à là. Bugey maintenant, mais c'était Ouais. et j'allais là-bas et j'avais le maillot. J'ai encore retrouvé il y a pas longtemps ma carte de membre avec le maillot vert et les manches blanches et avec l'étoile rouge. Et pas Red mal ce maillot. Star, Hein, ouais, pas ouais. mal ce Red maillot Star de parce qu'en Red anglais Star. Red Star c'est étoile rouge. Toi, à la maison, alors. Je te le dis parce que comme tu maîtrises pas bien la langue. Carrément, oui, il vaut mieux. Pour être sûr. Ouais. Un mot sur ton enfance. Tu es quel genre d'enfant? Il y a qui à la maison déjà? Il y a beaucoup ma mère, parce que mon père travaille, et puis une enfance plutôt sympa, très mauvais élève, Qu'est-ce faisant qui te fait chier dire tout ça? le monde, parce que j'ai vu j'ai vu les bulletins derrière moi. D'accord. Ne pense qu'à amuser la galerie. C'est la chose qui revient le plus souvent sur mes bulletins scolaires. Et alors, j'ai compris dernièrement pourquoi finalement j'étais pas un bon élève et pourquoi je faisais chier tout le monde. D'abord, parce que c'était dans mon caractère, et puis parce que j'ai été diagnostiqué TDAH. Tu sais, c'est les troubles de l'attention. Ouais. Et comme quand on a les troubles de l'attention, on l'a toute sa vie. Et je pense qu'à l'époque, On savait pas ce que c'était. on savait pas, Oui, et bien j'avais du sûr. mal à me concentrer. Oui. Et donc, voilà, je comprends aujourd'hui. Après, très franchement, je passais toutes mes classes en serrant les fesses, hein, quand même. Puis après, non, j'étais un enfant pas trop pénible à la maison, mais pas très bien en classe. Des frères et des sœurs? Un frère qui a 9 ans de moins que moi, ouais, Franck, avec qui je travaille, avec qui je bosse aujourd'hui. Très bien. Et la place pour le... D'ailleurs, pour le foot, Oui. parce que c'est la question que tu vas me poser. On verra bien. Bon, on avait un petit appart de 60 mètres carrés et tout, et mon frère qui avait 9 ans de moins que moi, je faisais des balles en papier, et le canapé, c'était le but. Et j'en passais toutes nos après-midi, je marquais des buts, ce qui en a fait un très très bon gardien. Ah, Sauf qu'un jour, mes parents ont été appelés par un recruteur en disant on voudrait vous parler de Franck parce que et on l'a vu jouer, bon gardien, etc. Et on voudrait le recruter. Je ne savais plus pour quel club c'était. Mes parents ont dit il n'en est pas question. Ils ont raccroché. Donc c'était la fin de la carrière de mon frère, ah oui. qui leur en a beaucoup voulu. Pourquoi ils avaient cette attitude-là? Parce que pour Ouais, eux, à le notre foot, époque, c'était déjà. pour eux, le foot, c'était un jeu. Ouais. C'était pas, on n'allait Pas pas en sérieux. faire un métier, quoi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, un club appelle à la Ah, maison. Tu te dis, Là, c'est moi qui l'aurais géré, ça. c'est ça, c'est genre. Ah bah, je pensais que mon fils allait être médecin, Alors, mais non, pas du envoyez-moi tout. le Allez, contrat. ouais, c'est ça. Foot, s'il te plaît. Donc, tu jouais au foot et ça Ouais. nous aide à la transition vers ton deuxième match, parce que le deuxième match, tu es joueur. Le deuxième match, c'est j'ai 18 ans, c'est ça doit être ça. Je suis en junior à l'US Saint-Cloud, près de Paris. Oui. Et parce que on avait déménagé quand j'avais 17 ans, donc je jouais dans ce club. Et alors pourquoi c'est un match important? Parce que j'étais pas très bon, franchement. J'avais plutôt les pieds carrés, j'avais pas de caisse. Quel Je poste, jouais alors? ailier droit. D'accord. Et franchement, j'étais pas. Il n'était pas question pour moi de faire une carrière, même si j'étais comme tous les gamins et que j'en rêvais, mais j'étais pas bon. Mais tu jouais encore à 18 ans quand même. Non, Donc, je jouais encore à 18 ans, ouais. mais je passais, j'étais en équipe réserve. Et junior, parce qu'aujourd'hui c'est des U machin, là, à l'époque c'était les juniors. Et un jour je joue en équipe réserve. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce jour-là, je m'en souviens encore pour te dire. Je fais un match d'anthologie, un truc. J'avais rien pris, je sais pas. Il y a un truc, il y a des jours comme ça t'arrive. Je fais un match de dingue, je marque, je fais des passes décisives, enfin tout ça. Et à tel point que le week-end d'après, je suis convoqué en équipe première. Et en fait, moi, je souffre d'un syndrome que beaucoup de gens connaissent, qui est le syndrome de l'imposteur, qui fait que tu passes ta vie à te poser des questions sur pourquoi moi, pourquoi une réussite, pourquoi j'ai réussi à faire ça, pourquoi on m'a choisi, pourquoi. Tu vois. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je le mérite? Tu vois, c'est lourd à porter. Hein. Bon, après, tu vis avec, mais ce jour-là,
Je pense que c'est d'ailleurs le premier souvenir de mon syndrome de l'imposteur parce que je suis allé voir l'entraîneur de l'équipe réserve et je lui ai dit mais c'est vous qui avez demandé à ce que j'aille en première, en équipe première, alors que n'importe qui aurait dit bah, c'est bon, je le mérite. Ouais. Et je ne comprenais pas. Ah. Je ne comprenais pas. Et le mec m'a dit bah oui. Et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Mais donc c'est un match, tu vois, c'est important. Et j'ai arrêté de jouer au foot l'année d'après parce que j'étais en médecine et que je pouvais plus. Mais c'est fou quand même que je me souvienne aujourd'hui de ce match, de ce moment Oui. où tu es en apesanteur, où tout réussit Oui. et où à la fin, tu es récompensé parce que tu passes en équipe première. Voilà. C'est un match important. C'est fabuleux. Et ces souvenirs-là ne disparaissent jamais, en fait. Bah, et celui-là, il est marqué, hein, parce que Ouais. mais je me vois encore. Ça se jouait au Carré Saint-Jean à Saint-Cloud. Je sais exactement quel est le terrain, parce qu'il y en a plusieurs. Et je me vois encore, là, en te parlant, en train de jouer, quoi. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Oui, oui. Mais on ne sait pas ce que... J'ai pas gagné la Coupe Gambardella non plus, Non, tu vois. et probablement, tu ne sais pas ce que tu as mangé à midi, mais Non. tu te souviens de ces Je me images souviens très clairement. que j'avais dominé le match de la tête et les épaules. Il y a des moments, Bah, des voilà. grâces comme ça, il faut Voilà, en profiter. c'est un moment de grâce. Je me souviens d'un match quand j'étais étudiant à Manchester et on avait un petit championnat entre nous. C'était le département de machin contre le département de trucs et des matchs de mercredi après-midi dans la boue à Manchester. Un jour, pareil, je marque 6 buts dans un match. 6 buts. Alors que j'étais un joueur très moyen. Mais Alors tout ce que t'étais je touchais, bim, bim, ça allait là où je voulais, mais par miracle. Et à la mi-temps, parce que j'étais en compétition avec mon pote pour finir la saison meilleur buteur, à la mi-temps, je le vois encore. Cet idiot en train de dire à nos coéquipiers, parce qu'on était là pour passer un bon moment, on était entre nous, on se foutait des résultats et tout ça. Mais son discours, parce qu'il était capitaine, son discours à la mi-temps, c'était bon, on ne donne plus de ballon à Darren parce qu'il a déjà marqué 3 buts, ça suffit. J'en ai quand même mis 3 après la pause. Après. Allez, on avance vers le match numéro 3, Michel. Nous sommes le 8 juillet 1982 pour ce fameux France-Allemagne de l'Ouest, demi-finale de la Coupe du Monde au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Beaucoup de Français ont souffert ce soir-là. Ouais. Pourquoi tu le choisis, celui-là? Je choisis parce que là aussi, c'est un événement marquant. Alors, j'étais en 82, en 5e ou 6e année de médecine. Je préparais, 25 ans, ouais. Je préparais l'internat. Qui est beaucoup de travail et il n'y a pas beaucoup de moments de loisirs hein, quand tu fais médecine et donc je me souviens que ce jour-là j'étais avec mon père à Saint-Cloud, j'ai été en train de regarder la télé avec lui et d'une part il y a la déception qui était terrible, qui a fait qu'après je suis allé me balader, je me souviens très bien, je suis pris mon scooter, je suis allé me balader aux Champs-Élysées juste pour marcher et je croisais que des gens qui étaient déprimés. Et il y a eu ce drame avec Battiston qui était quand même très marquant. Alors, sachant que je venais te voir, j'ai revisionné cette sortie de Schumacher. Il y a... Enfin, je pense que si ça se passe aujourd'hui, le mec, il a 1 an de suspension. Oui. C'est un truc, quand on revoit au ralenti, on le voit, il sort, il ne s'occupe pas du ballon, il met sa hanche Il fonce sur Battiston. il fonce sur Battiston. L'image, là, c'est le médecin qui parle, là, mais le trauma crânien qu'a eu Battiston en dehors des dents, machin, et la position de ses mains quand il est couché au sol, c'est terrifiant. C'est un vrai chaos, c'est un vrai traumatisme crânien. Et quand on voit que l'arbitre, il arrive en marchant et qu'il ne dit rien, c'est pas possible. Ou le mec est fou, ou, je parle de l'arbitre, ou il avait été payé ce jour-là. Enfin, c'est pas possible qu'il n'y ait pas, là, il n'y avait pas la VAR, il n'y avait pas tout ce que tu veux. Mais quand tu vois la sortie de Schumacher, en plus, même quand tu le vois au ralenti après, ça c'est une chose. Mais quand tu vois la sortie, tu vois très bien qu'il ne s'occupe pas du ballon. Même pas un carton. Rien. Parce que le rouge, il méritait même pas un carton jaune. Non, et d'ailleurs, on repart avec un 6 mètres pour les et Allemands. on repart. Et d'ailleurs, on voit Platini qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus quoi dire. Oui. Hidalgo sur le bord de touche, pareil. Mais en dehors, le mec, il est KO. Bon. Un chaos, ça peut arriver, malheureusement, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, simplement par un choc entre deux têtes. C'est pas une agression. Mais là, quand tu revois les images, tu te dis, mais comment c'est possible, quoi ?
comment c'est possible? Et il a eu de la chance, Battiston, hein. Mhm. Il a eu beaucoup de chance parce que le choc est tellement important il s'est fait des fractures de vertèbres d'ailleurs, il peut être tétraplégique, il peut avoir un hématome dans le cerveau et c'est fini. Enfin, franchement, ce match m'a marqué pour la déception et pour ce moment. J'étais en 5e année de médecine déjà, donc je commençais à connaître un petit peu des choses. C'était terrible. Et le match en lui-même, pour revenir sur ce qui s'est passé après ce moment où Battiston quitte ses partenaires, ses prolongations. Et Rummenigge. Parce que c'est vrai que l'espoir aussi, parce qu'à 3-1 pour l'équipe de France, vous êtes tout prêt pour une première finale. D'où la déception. Et ça jouait tellement bien. Ouais. Et la joie, on se souvient les images de Giresse qui court, ses petits bras. 1m69. Magnifique. Ouais. Fabuleux. C'est marrant, Fabuleux. Je me souviens. Voilà. Mais c'est. Mais Rummenigge, oui. Ouais. Ça, c'est des moments qui sont marquants, qui restent imprimés dans le cerveau, parce que ils touchent l'émotion. En fait, quand tu demandes à tes invités les matchs qui ont marqué leur vie, ce sont des matchs qui sont empreints d'émotions ou de souvenirs associés à des moments, à un lieu, etc. Et c'est ça qui fait que il y a une empreinte dans le cerveau. Mais carrément. Et puis, ce match-là, cette soirée-là, au-delà de toutes les émotions, factuellement, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y a une séance de tir au but. On n'avait jamais vécu ça. Ouais. Et malheureusement, ça ne sourit pas à l'équipe de France, qui sera quand même 2 ans plus tard champion d'Europe. Donc ça a quand même servi à ça. Ça a servi, mais pauvre Battiston, j'ai eu mal pour lui en revoyant les images. Effectivement, vous écoutez, les amis, les matchs de ma vie, le podcast de Beansport. Notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Michel Simès, le médecin préféré des Français. Grand supporter du Paris Saint-Germain, vous avez compris, que nous allons justement retrouver pour cette 4e rencontre. On est le 18 mars 1993 au Parc des Princes de nouveau pour l'un des matchs mythiques du club. Quart de finale de la Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Pourquoi celui-là? Et vous étiez où, Michel? J'étais sur la pelouse. C'est incroyable, hein. En fait, je te disais que je faisais tout pour aller au Parc des Princes. Alors là, je suis chroniqueur à Télématin. Et j'explique que que c'est bien parce que je vais aller au Parc des Princes pour aller enregistrer, je crois que c'était l'électrocardiogramme. Alors il me semble que c'était, comment il s'appelait l'ancien président du PSG à l'époque, le publicitaire là. J'ai perdu son nom. C'est mais juste avant Alain Kézak, c'est ça? Ouais. Voilà, et je mets une ceinture pour enregistrer le rythme cardiaque, pour le stress, etc. Ouais. Et je vais assister au match aussi sur la pelouse. À l'époque, je ne sais pas comment j'avais obtenu les autorisations. Fabuleux. Et puis, je voulais aussi... ce jour-là, c'était pas ça. C'était que je voulais suivre l'équipe qui intervient sur le terrain. Je faisais un reportage pour l'équipe vous savez, les soigneurs qui sont sur le banc et tout. Et donc, j'ai assisté au match sur la pelouse. Pas n'importe quel match en plus, avec la fameuse tête de Comboiré. Mais c'était un match de dingue. Comment ils ont remonté les buts à la fin, le but de Ginola. Oui, la demi-volée. La demi-volée, mais un truc. Pour ceux qui n'ont pas les mêmes souvenirs, un peu de contexte. Donc Paris avait perdu 3-1 à l'aller à Madrid. Donc il fallait quand même mettre 3 buts contre le Real, même si ce n'était pas peut-être la meilleure équipe du Real dans l'histoire. Non. C'est le Real Madrid. Quand on voit la défense, non, c'était pas la meilleure. Hein. Mais George Weah qui marque ce corner à la première période. Et on attend quand même, c'est 10 minutes avant la fin que Ginola marque le 2e but. Un but incroyable. Formidable. Daniel Bravo de la tête, il leur donne. Valdo, avec la fameuse feinte de frappe que Michel Denisot admire et adore tellement. La feinte qui fait que tout le monde est à terre. Et puis, le défenseur qui part dans les tribunes alors qu'il n'a pas touché. Et là, à 3-0, parce qu'en plus, c'est presque la dernière minute, 3-0, le Paris Saint-Germain est qualifié. Vous êtes qualifié. Je crois que c'est dans le temps additionnel en plus. C'est ça. Temps additionnel, c'est Zamorano qui marque pour le 3-1. Donc tout le monde dit qu'il va y avoir prolongation. Sauf que, dernier coup franc. Tout à la fin. Donc, tu étais sur la pelouse, mais à la télé, on entendait tous Michel Platini dire « Et voilà le 4e but », avant que le coup franc soit tiré. Et en disant que c'était Comboiré, en plus. Il a tout vu. Donc, et Comboiré qui monte et alors, qui c'est marrant marque. parce que quand tu es sur le terrain, en fait, je ne sais pas comment il est aujourd'hui, mais il est un peu bombé.
Donc tu ne vois pas très très bien. C'est pas là où tu le vois le mieux sur le terrain. Il était un peu bombé, mais bon, j'ai suffisamment bien vu le but de Comboiré. Et Antoine, que je connais un petit peu, je l'avais. C'était en 93, donc en 2023. Non, c'était en 93, tu me dis 93, oui, c'est ça. 93. Je ne sais plus quand, je l'avais appelé en lui disant mais c'est l'anniversaire de ton but. Ah oui. Oui, il s'en souvenait même pas à l'époque. mais voilà, c'était un moment magique. Mars, et quand tu mars, revois les images, c'est marrant avec leur maillot trop grand, on dirait des drapeaux et tout. Mais c'est là où tu vois dans cette équipe, bon, il y avait Antoine Comboiré, mais il y avait la classe de Ginola, quoi. La classe. Une classe qu'il a déjà, encore aujourd'hui, quand tu le vois intervenir sur Canal, mais il est, la classe de ce mec-là qui était... c'est incroyable. Moi, j'ai des souvenirs de lui. En plus, j'ai la chance de jouer sur la plage contre lui. Il m'a ceinturé, cet enfoiré, parce que je passais. mais c'était... Voilà. Et Antoine, je l'ai connu lors de ce match aussi sur la plage. Un jour, on se marrait. Et voilà, voilà, je salue Antoine parce que Comboiré, c'est un mec c'est un pur. C'est un type qui est droit dans ses bottes, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien sa mentalité, son état d'esprit. Voilà, si jamais il nous écoute, je l'embrasse bien fort. Il faudrait que j'aille le voir pour faire les matchs de sa vie. Peut-être qu'il aura celui-là. J'espère. Je pense qu'il je aura serais celui-là. déçu. Ah ouais. Antoine, franchement. Non, ah oui, c'est vrai, cette petite tête. Oui, la tête là. Non, mais ce qui est génial en plus dans son histoire perso pour lui, parce que ce but-là, il est dans les cœurs des Parisiens pour toujours avec ce but-là, comme Basile Boli avec l'OM, quelque part. Ouais. Mais c'est aussi que normalement, il ne jouait pas. C'est Alain Roche qui est suspendu, me semble-t-il, pour ce match-là. Donc, il joue et c'est lui qui est décisif comme ça. C'est une histoire puis la magnifique. tête, puis c'est à la dernière seconde. La dernière seconde. C'est formidable. Oui, Antoine Comboiré, des bons souvenirs, effectivement. Donc, de ce 4e match, c'était en 93, au Parc des Princes. Et cette fois-ci, même pas dans les tribunes, mais sur la pelouse. Sur la pelouse. C'est la seule fois où j'ai regardé le match sur la pelouse et c'est un grand moment aussi. Ah, mais c'est sympa. Tu vois la chance que nous avons, les journalistes, parfois, d'être dans ces endroits-là. Allez, le dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Michel. Et après une magnifique victoire et qualification en Coupe d'Europe contre un grand d'Espagne, on passe désormais à tout le contraire. Du rêve au cauchemar en quelque sorte, parce qu'on est le 8 mars 2017 au Camp Nou pour ce 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. L'équipe d'Unai Emery avait remporté le match aller de façon brillante, 4-0 à la maison au Parc. Et la suite, Michel ? Je vais d'abord parler de ce 4-0. Parce que ça se passe un 14 février comme à chaque fois, tous les ans, à la Saint-Valentin, il y a un match du PSG, j'en peux plus. Bon, ma femme s'y fait, mais c'est tout. Et je peux te dire qu'à cette époque, à ce moment-là, on est souvent en vacances. Là, on était à la Clusaz. Et je vais voir les matchs du PSG dans un bar. Je salue le patron aussi. C'est un bar qui s'appelle Le Bal, qui est à la Clusaz et qui nous privatise un petit coin pour qu'on puisse regarder les matchs. Et je me souviens encore j'étais dans un état mais hystérique à chaque but. Je me disais c'est pas possible quoi, on est en train de rêver. 4-0, j'avais le maillot sur moi, j'étais comme un nain, je me mettais à genoux devant l'écran. Enfin, les gens me regardaient dans le bar, j'étais avec des potes, on était tous comme des fous, 4-0 contre Barcelone, on se disait mais on se posait même pas la question, même pas. Et ce match retour. D'ailleurs, la remontada, tu sais que le Larousse l'a mis dans son dictionnaire à la suite de ce match. Ouais. Avant, il n'y était pas. Maintenant, ça a marqué même l'histoire au-delà du foot. L'histoire de la langue française. Ouais. Ce match, si tu veux, ça commence très mal. Et puis, il y a un moment, tu finis par être presque résigné, avant même qu'on arrive au 6. Plus ça avançait, plus tu voyais que les mecs se chiaient dessus, que les autres, ils étaient euphoriques, qu'il y avait le Camp Nou qui poussait derrière, mais il y a un moment, c'est bizarre, quand tu regardes les matchs de foot, ça a dû t'arriver aussi, où tu sais que ils sont plus là, ils sont tétanisés. Parce qu'à un moment, ça devient... c'est plus rationnel. Là, ce qui s'est passé ce jour-là, on ne peut pas parler de rationalité. Tu perds 4-0, tu peux prendre un but, tu peux prendre 2 buts, tu peux prendre 3 buts,
Mais il y a un moment où, en tant que professionnel, tu regroupes tes joueurs, le capitaine regroupe ses joueurs, il dit, bon les mecs, on va se calmer. Hein, en face, ils ont 2 jambes comme nous. S'il y a un ballon, donc on va se calmer, on va garder un peu la balle, on va se faire on va passer des moments où on va laisser passer un petit peu l'orage. Il y a un moment, tu te dis ça, non? Oui, mais j'ai revu des images aussi avant de te recevoir. Et effectivement, ce match, il va en vague parce qu'il y a un 0 très rapidement, il y a 2-0 à la pause, donc ils ont quand même l'espoir, les Barcelonais, ils mettent un troisième 5 minutes après. Et là, OK, tout le monde commence à trembler. Mais quand Cavani marque, il y a 3-1, il y avait encore les matchs, les doubles, Et puis ça comptait double à l'extérieur. Ouais, et puis Donc, normalement. il se prend un poteau, Oui, et puis il y a un face-à-face avec le gardien voilà, qui ne remporte pas. Bon, Mais quand même, le Barça a besoin encore de 3 buts. Et même avec cette euphorie et tout dont tu parlais avec raison, quand on arrive à la 87e, ils ont encore besoin de 3 buts. Donc il n'y a aucune logique j'ai appris, on peut pas comprendre. En Darren, fait. ce que m'a appris ce match, c'est de ne jamais me réjouir tant que l'arbitre ne met pas le sifflet. Et j'en ai vu d'autres, des matchs avec le PSG où j'ai tremblé jusqu'à la dernière seconde. Donc c'était, voilà, c'est des moments hors du temps. Et effectivement, à la 87e, tu te dis c'est bon, c'est gagné. J'ai dû me dire ça à un moment, mais je n'ai plus le souvenir de m'être dit ça. J'ai le souvenir qu'au 5e, je me suis dit on a perdu. Le 6e arrive. Je me souviens de ça. Ouais. Je me dis, c'est inévitable. C'est un tsunami. Ouais. Donc tu te dis, on peut pas arrêter l'eau. On peut pas arrêter l'eau, on peut pas arrêter les joueurs, on peut pas arrêter le ballon. Et le 6e arrive. Le 6e ne m'a pas étonné. Je me souviens très bien. Alors, j'aurais pu me dire à 5, bon, les mecs, mettez le barrage, là, mettez le bus et tout. Non. Au 5e, je me souviens m'être dit, on va perdre. Et voilà. Extraordinaire. Neymar, coup franc, 88e. Le temps additionnel, penalty. Effectivement, ça fait 5. Paris est toujours qualifié. Ouais. Mais non, à quelques secondes de la fin. Sergio Roberto qui surgit. Luis Enrique. Tiens, Léonie était là. C'est Luis Enrique, c'est quand même drôle. Hein. Luis Enrique qui aujourd'hui entraîne Paris, mais qui effectivement. Et c'était. Tu étais où J'étais chez moi, on regardait le match chez moi, mais. T'es sorti sur les champs pour retrouver des non, mais là, tu sais, je regarde les matchs avec des potes, avec mon frère et tout. Il faut pas nous parler après des matchs comme ça. Je pense que j'ai dû pas parler pendant 48 heures, quoi. C'est parce qu'il y a un moment, perdre contre le Barça, c'est pas la première fois, hein, mais. Mais il y a des moments, tu te dis, c'est pas possible, j'ai rêvé. C'est un cauchemar, c'est un truc. Ça s'est pas déroulé, en fait. J'ai cru que j'avais vu un match. Tu sais, quand je te parle d'irrationalité, c'est ça. C'est aussi ce que le foot peut nous apporter. Donc, une défaite comme ça peut vraiment te plomber. Alors, il y a la défaite qui peut me plomber, dont tu peux te dire c'est un accident. Sauf qu'avec Paris. Si tu veux, c'est de la traumatologie. Hein. C'est les accidents, on commence à en avoir un peu marre, quoi. Manchester, machin. Enfin, il y a des moments. Et puis encore cette année, je sais que ton podcast est intemporel, mais enfin, c'est quand tout va bien, on arrive à trouver des trucs qui font que ça va mal. Donc même en interne, enfin, c'est un club qui te laisse jamais tranquille, mais qui finit par lasser un peu, franchement. Mais tu continues à aller au parc quand tu peux? Oui, je suis abonné au parc, je continue à y aller parce que c'est des moments magiques, parce que j'y emmène mes gamins, parce que quand c'est le dimanche soir, tu vois, tu es content, tu retrouves tes potes, il y a une ambiance grâce aux ultras, une ambiance incroyable, etc. Mais ça fatigue quand même. C'est-à-dire que d'abord, il m'arrive de m'emmerder au parc, et puis quand tu vois si tu veux la vie interne, alors. Je ne vais pas faire comme tout le monde et taper sur le Qatar, puisque sans eux, on n'aurait pas d'équipe. Mais en même temps, tu te dis, c'est pas possible. Mbappé, il part. Bon, bah d'accord. Et là, ça fait combien? 7 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Il nous a apporté des trucs quand même. On ne va pas lui faire la gueule parce qu'il a décidé, pour sa carrière, d'aller vivre au soleil à Madrid. Enfin, ça me paraît... c'est un minimum... et bon, il y a l'histoire de fric et tout. Il va laisser de l'argent au PSG. Bon, bah voilà, très bien. C'est plutôt classe de sa part. Ils ont réussi à s'entendre. On va pas le mettre sur le banc, Mbappé, parce qu'il s'en va. Tu vois, après, c'est celui qui a la plus grosse entre Nasser et lui. Enfin, c'est tout le temps, tous les ans, il y a un nouveau problème, même quand on est qualifié.
Dans ta liste, Michel, de 5 matchs, il y a quand même 2 défaites terribles. Qu'est-ce que ça nous dit de toi? Alors, le philosophe Alain disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Ah. Et donc, je suis un optimiste parce que j'ai la volonté d'être optimiste. Voilà. Et donc, ces 2 matchs ont été marquants, mais s'en remettre, ça s'appelle la résilience. Et donc, tous les clubs ont été marqués par des moments compliqués. Probablement que le match de l'équipe de France contre l'Allemagne m'a marqué parce que j'étais déjà un peu médecin et que voilà, c'est frappant dans tous les sens du terme. La remontada, quand tu peux pas être supporter du PSG sans être marqué par ce match, dont tu te dis que ce serait bien que ce serve d'expérience, mais j'ai pas l'impression. On ne sait jamais, on va rester le verre à moitié plein en espérant de belles choses pour le Paris Saint-Germain. Et un mot sur tes activités à toi dans cette année 2024, année olympique ici en France. Déjà, je suis ambassadeur santé de Paris 2024, c'est-à-dire que je suis chargé par Tony Estanguet, par le comité olympique, de porter la bonne parole. Je suis le représentant d'un collectif des plus grands experts du sport santé en France qui s'appelle Pour une France en forme. Et je suis chargé de faire comprendre aux Français que l'inactivité et la sédentarité sont catastrophiques et qu'il faut se bouger au minimum 30 minutes par jour. Slogan qu'on va retrouver toute l'année 2024 puisque c'est la grande cause nationale. Et que voilà, et je suis chargé jusqu'au jeu et encore après de passer la bonne parole parce qu'il faut se bouger, parce que la sédentarité, c'est une catastrophe. Et cher auditeur, je souligne que nous avons enregistré ce podcast tout en faisant des courses à pied sur des tapis. Mais bien sûr. Évidemment, on peut... tu baratines bien. Hein, on peut éteindre les machines. Les Anglais. 30 minutes de sport par jour, tu le fais, toi? Moi, je fais... alors, c'est 30 minutes d'activité physique par jour, c'est-à-dire marcher, monter les escaliers. Mais moi, je fais beaucoup de sport. Ouais. Je fais plusieurs fois... Je me suis fait une petite salle chez moi et je fais du cycling, je fais de la muscu. Je peux pas avoir Du cycling, c'est un mot français? Oui, pratiquement, oui. Okay. Tu fais du vélo d'appartement en allant un peu plus vite. Mais c'est vrai que pour entretenir ce corps de rêve qui est le mien, je suis obligé de faire un petit peu d'effort. J'osais pas le dire. Non, vas-y, Darren. Le corps de rêve de Michel Simès. Malheureusement, ce n'est pas filmé, ce podcast. Quel dommage pour vous, chers auditeurs. Merci, Michel. Merci à toi, Darren. C'était très sympa. Ça fait toujours plaisir de te voir. Merci d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments d'émotion avec nous. Et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Et pourquoi pas la Ligue des Champions pour le PSG un jour. J'espère. Il faut qu'il se dépêche parce que à un moment, j'entendrai plus, je verrai plus, je pourrai plus me déplacer. Hein. Il faudrait que ce soit bientôt. Tu nous feras un petit striptease sur les champs ce soir-là. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager avec vos amis et en parler sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas aimé, vous savez que vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Nous lisons vos commentaires sur la plateforme où vous nous écoutez et n'hésitez pas donc à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye. Bye bye.